Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. RTNC, le journal. Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal magazine de la mi-journée, les corridors de Loufou dans le Congo central s'apprêtent à changer de visage à Songololo. Une station moderne d'arrêt et de repos verra bientôt le jour pour fluidifier la mobilité et améliorer les conditions de transport sur cet axe stratégique. Des images à suivre dans un instant dans ce journal. À Kinshasa, les pluies annoncées s'intensifient et les dangers aussi, alors que le Metelsat prévoit de mois d'avril et mois de mai arroser. Une question cruciale refait surface: que faire des déchets qui étouffent nos caniveaux dans la capitale? À suivre dans ce journal magazine une chronique choc de Malumbela et Patrick Kachala qui met en lumière une urgence urbaine devenue incontrôlable. Tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Une station moderne d'arrêt et de repos va sortir des terres dans le corridor de Loufou, province du Congo central. Un projet pensé pour améliorer la mobilité et offrir des meilleures conditions de transport sur ces tronçons stratégiques. Le lancement des travaux a été présidé par le secrétaire général au transport Pierre-Onké Sanamoko, marquant ainsi les débuts effectifs du chantier. Suivez cela en images et commentaires. Améliorer la mobilité, sécuriser les trajets et offrir de meilleures conditions aux usagers, c'est l'ambition portée par la future station d'arrêt et des repos de Songololo en construction à Loufou, dans la province du Congo central. Une infrastructure moderne appelée à jouer un rôle clé sur ces corridors stratégiques. Le projet a été lancé le 8 avril 2026 en présence des autorités, initié sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette infrastructure s'inscrit dans la modernisation des routes. Représentant le vice-premier ministre, le secrétaire général Pierre-Onké Sanamoko a procédé au lancement. Je suis venu ici sur ordre de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des encadrements, qui m'a donné l'ordre de venir participer à la cérémonie des travaux de cette première station d'arrêt et de repos à Songololo. C'est la matérialisation de la vision de son Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de modernisation et du désenclavement du territoire national via les infrastructures. Aujourd'hui, ça n'a jamais existé. C'est un ange pour la République. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, vraiment, moi j'ai tressailli dans mon corps de voir ça. C'est une première dans notre pays. La station comprendra notamment des parkings, un restaurant, une clinique et une station-service. Le gouvernement entend ainsi renforcer la mobilité et les services aux usagers. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, ces sujets et tant d'autres ont été évoqués par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya-Katembe, porte-parole du gouvernement. C'était au cours d'une conférence tenue au Collège des hautes études des stratégies et des défenses, CHES, de Gaëtan Magalanou nous en dit un peu plus à travers ses commentaires. Devant un parterre d'auditeurs attentifs et engagés, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a partagé son expérience face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. D'entre le jeu, le ministre de l'écoute et de la parole a posé le base. La communication égale sécurité. Elle intervient avant, pendant et après la crise. Patrick Mouya a également rappelé l'importance de maîtriser le circuit de diffusion de l'information. Révélant sur son expérience ministérielle, en temps de crise, l'initiateur du changement de narratif a détaillé une méthode fondée sur 3 piliers. Abordant le contexte spécifique de la guerre d'agression rwandaise contre la RDC, il a dressé un tableau sans détour de enjeux géopolitiques et de stratégies adverses. Expansion territoriale, pillage de ressources, guerre hybride mêlant front militaire, médiatique et diplomatique, autant de réalités qui exigent, selon lui, une réponse globale, y compris sur le terrain de la communication. Nous, on a réussi
a démontré que le Rwanda, c'était l'empire du mensonge. Vous avez le président Kagame qui, pendant 3-4 ans, et même malgré la signature de l'accord, n'avait jamais reconnu que ces troupes étaient ici. Il fallait attendre la pression du Congrès américain au cours d'une audition pour que son ambassadrice au Rwanda vienne finalement reconnaître qu'il y avait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et les M23. Et nous savons tous que le Rwanda, c'est les pères et les fils. Dans un silence attentif, rapidement suivi de prises de parole dynamiques, les auditeurs ont interagi avec le ministre Patrick Muyaya sur deux cas concrets, notamment la manipulation de contenu médiatique et la nécessité d'authentifier les sources officielles. À travers son exposé, le ministre Patrick Muyaya Katimbo a mis en lumière l'organisation rigoureuse mise en place au sein du gouvernement Souminwa II, notamment la centralisation de la communication au niveau de son ministère, la création d'une cellule stratégique et l'élaboration d'éléments de langage cohérent. Culture, la 3e édition de la Semaine culturelle de la conscience africaine a vécu à Kinshasa avec la participation des différentes chorales kimbanguistes. Un événement qui a connu les concours de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge-Nyemboro Depanda, pour plus de précisions. Vendredi 10 avril 2026, la RTNC a servi de cadre pour accueillir la communauté kimbanguiste venue participer à la semaine culturelle sur la conscience africaine, ce KICAF, qui est un programme de l'entreprise pour la mise en valeur des arts, cultures et services EMIVAX mis en place depuis 2004. Quelques chorales, notamment Jeteki Bumbu, Jeteki Makala et Jeteki Njili, étaient à l'honneur. Créer les contenus relatifs à la proclamation de la date du 6 avril, chômé payé en RDC par la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en reconnaissance au combat de Simon Kimbangu, pionnier de la conscience africaine, c'est l'objectif poursuivi dans ces programmes. Après 2 éditions réussies, cette année, ce KICAF aborde le thème clé du 6 avril par la projection de l'extrait du film intitulé « Les combats de Simon Kimbangu » et réalisé par Pichu Matusilwa Menayetu avec une supervision assurée par EMIVAX. Ce film est une réponse aux questions que d'aucuns se posent sur la quintessence de la valorisation de la date du 6 avril en démontrant que Simon Kimbangu est bel et bien l'architecte de l'indépendance du Congo-Kinshasa et de l'éveil de la conscience des Africains. Cette activité s'est clôturée par la remise de trophées de participation aux différentes chorales de la journée, notamment Jeteki Banzangungu pour sa participation au tournage du film. La RTNC a été aussi honorée avec un trophée pour son partenariat avec EMIVAX Sarlu et l'implication personnelle de la directrice générale Sylvie Elenge, grâce à qui cette 3e édition de ce KICAF a connu un succès. Comptez à présent 27 nouveaux médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation ont prêté serment hier à Kinshasa à travers un engagement inspiré d'Hippocrate. Ils promettent d'assurer une prise en charge éthique des patients en perte d'autonomie. C'est une étape marquée par la remise des insignes, symbole des reconnaissances pour cette spécialité en développement en République démocratique du Congo. Suivez. Un moment fort chargé d'émotions et de responsabilités. Dans la salle Garamba du bâtiment de la territoriale, une nouvelle génération de médecins entre en scène, les spécialistes en médecine physique et de réadaptation. Face à leurs pairs, ces jeunes praticiens, au total 27, ne reçoivent pas seulement un titre, ils s'engagent à redonner mobilité, autonomie et dignité à des patients souvent vulnérables. Aujourd'hui, nous avions réussi au total 27 lauréats qui ont prêté serment d'Hippocrate version médecin physique et de réadaptation, parce que c'est un professionnel appelé à pouvoir travailler auprès des humains en fait. Donc la vie humaine étant sacrée, ils sont obligés de pouvoir prêter ces serments, prendre cet engagement dans l'exercice de leur profession. Ensemble, nous allons travailler pour le bien-être de cette communauté et surtout beaucoup plus rendre cette autonomie auprès de nos différents patients qui seront dans les besoins de cette discipline. Point culminant de l'activité, la prestation des serments, inspirée d'Hippocrate, symbole d'un engagement éthique et humain au service de la vie. Puis, place à la remise des insignes,
Reconnaissance officielle pour une spécialité encore émergente en République démocratique du Congo. Une nouvelle élite est née, prête à transformer la réadaptation et à redonner espoir. La province de l'Ituri vient de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la traite des personnes. Un atelier a été organisé à ces sujets. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bunia. Le gouvernement provincial de l'Ituri sera doté d'un cadre de la mise en place du comité provincial de coordination et d'orientation des victimes de la traite de personnes en Ituri. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Dieudonné Gajolé. Dans son mot, il a salué la tenue de ces assises. Les combats contre l'esclavage moderne, des combats portés au plus haut par notre chef de l'État, président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, par cette gestion de cette lutte au niveau de Sotamini, en mettant en place cette coordination provinciale aujourd'hui, l'Ituri, sous le leadership de ce gouverneur militaire, le lieutenant général Boyaka Chanatoni, montre la voie et réaffirme sa détermination. L'expert international, le docteur Fislien Eli Telot, a présenté les différentes dimensions de la traite de personnes. Constater qu'il y a plusieurs formes de traite qui sont présentes dans les différents territoires et même à Bunia, soit par exemple le travail forcé dans le secteur minier, soit par exemple l'exploitation sexuelle dans différents lieux, ce qu'on appelle les Mpouzou, les Ganda, les QG. On retrouve de l'esclavage sexuel dans ces différents points-là. Il y a en Ituri aussi une réalité généralisée d'exploitation sexuelle, surtout du fait des conflits armés. Il y a beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de jeunes filles se retrouvent victimes d'exploitation sexuelle. C'est un fait documenté. Il y a aussi l'enrôlement forcé des enfants dans les groupes armés. C'est une réalité encore dans les conflits armés. Il y a aussi le mariage forcé, qui est une réalité qu'on a constatée ici. Les statistiques, les chiffres sont vraiment alarmants. Au terme de cet atelier, des recommandations concrètes sont attendues pour l'opérationnalisation du comité provincial, avec l'espoir de renforcer durablement la lutte contre ces phénomènes qui touchent plusieurs couches de la société en Ituri. Une semaine sous haute intensité à la Cité de l'Union africaine entre l'accueil triomphal des léopards et sa participation au rendez-vous historique du 6 avril en Kamba, désormais érigé en ville sainte. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enchaîne des séquences fortes, une actualité présidentielle dans ce que décrypte Pierre Kipeso-Moïsa dans l'aspect président. Au terme d'une ordonnance signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 avril est, depuis 2023, une journée nationale chômée et payée dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Cette date honore la mémoire du prophète Simon Kimbangu et le début de son ministère en 1921. Le 6 avril 2026 a été une journée spéciale en Kamba, où le chef de l'État est arrivé sous une pluie battante en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, pour célébrer cette journée qui symbolise le 105e anniversaire de la création de l'église kimbanguiste. Lors de la cérémonie officielle, le président de la République a exprimé son engagement d'élever la cité d'Nkamba au rang de ville sainte. En célébrant Simon Kimbangu, la RDC réaffirme sa volonté de se réapproprier son récit historique et de placer les valeurs de liberté et de justice au cœur du développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au cours de la semaine au lancement de la première édition de la Conférence nationale des infrastructures et travaux publics. Placée sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en République démocratique du Congo », la conférence a été organisée du 8 au 10 avril 2026 au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale, réunissant près de 500 acteurs de premier plan du secteur des travaux publics. Ma vision est de faire de la République démocratique du Congo, à l'horizon 2034, un pays pleinement intégré, moderne et compétitif,
sur la scène continentale, a dit le président de la République dans son discours d'ouverture de la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics. Les léopards ont été accueillis en triomphe à Kinshasa après avoir décroché leur qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en battant au match de barrage la Jamaïque sur le précieux score d'1-0. Premier sportif de la RDC, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a célébré avec les Quinoises et Quinois les retours triomphales des léopards, un accueil à un héros marquant une fierté nationale. Ensuite, au cours d'une cérémonie officielle, le chef de l'État a récompensé les léopards de la République démocratique du Congo suite à leur qualification mémorable pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Une cérémonie qu'il a personnellement présidée pour saluer l'exploit 52 ans après la dernière participation de la RDC au mondial de 1974. Pour rappel, les léopards ont éliminé des grandes nations telles que le Cameroun et le Nigeria avant de valider leur ticket lors des derniers barrages intercontinentaux face à la Jamaïque grâce à un but d'Axel Touanzebe. Et puis, autre fait d'actualité marquant la semaine qui s'achève à travers la semaine en 5 avec Diane Balaga. Cette semaine, l'actualité nationale a été particulièrement riche entre avancées politiques, faits des sociétés marquants et projets porteurs d'espoir et tout sur les temps forts qui ont rythmé la vie du pays. Les droits humains à l'est de la République démocratique du Congo, un rapport choc documente la situation au Vira et dans ses environs durant l'occupation de l'armée rwandaise et des rebelles AFC M23 entre décembre 2025 et janvier 2026. Le bilan est lourd, plus de 1500 morts et près de 14 400 femmes victimes de violences sexuelles en seulement 5 semaines. À Kisangani, la question de l'indemnisation du patrimoine environnemental refait surface. 4 millions de dollars américains ont été alloués à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, par le FRIVAO pour le jardin zoologique et botanique. Sur le plan sécuritaire, en Tanzanie, le vice-premier ministre en charge de la défense a conduit une mission stratégique visant à consolider la coopération militaire, notamment pour sécuriser les frontières lacustres. Dans la même dynamique, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo intensifient leur collaboration sécuritaire avec des échanges à Kinshasa entre les ministres de la Défense de deux pays. Cap sur le développement durable avec plusieurs initiatives nationales à Kindu, le lancement de la première conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau ambitionne de jeter les bases d'un plan de relance agricole. À Kinshasa, le directeur général du BCECO a inspecté les chantiers du futur centre carbone à l'université de Kinshasa, une infrastructure stratégique dans la lutte contre le changement climatique. Sur le plan économique, des signaux encourageants émergents, le secteur des assurances gagne du terrain en RDC. Réunis lors d'une première table ronde nationale, experts et acteurs du secteur réfléchissent à un système plus inclusif pour mieux protéger les citoyens et leurs biens. À Paris, le gouvernement congolais a présenté les opportunités d'investissement du pays avec pour objectif d'attirer des capitaux étrangers et de transformer les potentiels économiques en projets concrets. Enfin, sur le plan spirituel et mémoriel, la nation s'est recueillie. Le 6 avril, la mémoire de Simo Kimbangwa a été honorée à Kamba, lieu emblématique de son combat pour la dignité africaine. À Kinshasa, notamment au centre d'accueil kimbanguiste, prières, chants et recueillements ont marqué cette commémoration. Le mois d'avril et mai seront abondamment pluvieux et après la pluie, ce n'est pas le beau temps dans la capitale. Une situation consécutive à la mégestion des déchets de tout genre à Kinshasa. Quelles sont les pistes de solutions? C'est l'essentiel de cette chronique de Malumbela et Patrick Kacha. La météo ne sera pas du tout clémente les prochains jours en effet. Des nouvelles crues sont prévisibles en ces mois d'avril et en mai prochain. En parallèle,
la gestion des déchets de tout genre pose problème. Déversés dans la nature, ces déchets obstruent les canaux de drainage des eaux de pluie et des rivières. À titre illustratif, la rivière Kalamou au quartier d'Ilandos a limité, tout comme celle qui se trouve sur l'avenue Bongolo, transformée en une décharge publique à ciel ouvert sous la barbe de l'autorité provinciale. Un spectacle ahurissant. Des tonnes d'immondices non évacuées sur la rivière se présentent comme des pavés, rendant ainsi difficile l'écoulement des eaux. Face à l'insalubrité accrue, des initiatives ont été entreprises par des privés, mais elles restent insignifiantes par rapport à l'ampleur du travail à faire. À chaque pluie, des ménages sont touchés et paient les frais des inondations. Il y a une politique bien détaillée pour l'assainissement et gestion des déchets, mais visiblement la ville de Kinshasa est face à une léthargie sans précédent. Avec la faible gestion des déchets municipaux, si l'on ne prend pas garde, la capitale Kinshasa risque de revivre les dégâts importants similaires aux années précédentes après le pluie torrentiel. Jusqu'à quand la population continuera à cohabiter avec les immondices? Dossier à suivre. Face à cette situation, le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, Victor Ntumba Chikela, évoque les difficultés rencontrées et les efforts consentis pour lutter contre les inondations causées par manque de gestion des déchets dans la capitale. Nous entamons le mois d'avril et le mois de mai. C'est le mois où nous allons connaître des pluies de grande intensité. Alors, ce qu'il faut savoir pour la ville de Kinshasa, les réseaux que nous avons actuellement, c'est-à-dire les réseaux existants, ne permet pas de couvrir entièrement toute la ville. Le système de drainage que nous avons actuellement n'a pas suivi l'explosion démographique. C'est un gap que nous reconnaissons qu'il faut rattraper. C'est un programme qui peut se lancer sur 5 à 10 ans. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est que les gens obstruent ça par les rejets des bouteilles, par les rejets des immondices, les caniveaux sont devenus des trottoirs. Ça, c'est aussi un élément qui fait que nous connaissons beaucoup de problèmes des inondations. Troisième élément, c'est les constructions anarchiques qu'on observe dans cette ville. Vous avez plusieurs constructions anarchiques qui se retrouvent dans les lignes minières comme dans les lignes majeures de rivières, qui empêchent à ce qu'on puisse faire les tirages normalement. Il y a aussi un autre élément important, c'est la montée du sable dans les fleuves. Vous avez aussi un autre élément, c'est que nous appelons des zones inondables. Dans nous, c'est une ancienne rizière. C'est là où les Chinois faisaient les riz. Ça signifie que c'est un sol à saturation, un sol qui n'accepte pas d'infiltration d'eau. C'est du marécage. Alors, on en a fait des lotissements aujourd'hui. Vous avez encore un autre exemple d'une zone inondable. La cité du fleuve a été construite sur un remblai du sable qui a perturbé tout le microsystème à ce niveau-là. Ça, ce sont des éléments qui provoquent des inondations à travers la ville. Il y a une nécessité de pouvoir acquérir du matériel pour permettre à ce que nous soyons performants en termes de tirage, en termes de dragage du fleuve. La ville a amorcé un programme de démolition à la suite des plaidoiries de l'OVD à y faire. Nous encourageons ce programme de démolition pour évacuer les gens dans les lignes minières. Déjà en amont, quand nous donnons les parcelles, nous devons savoir où nous les donnons. Aujourd'hui, vous avez Bongafoula, Selemba, Ongaliema, là où nous avons une grande concentration des érosions. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces érosions sont provoquées par quoi? Par l'homme. Chacun veut avoir une portion de terre, il est sur une zone collinaire, il commence par dénuder la colline et il positionne sa parcelle sur une colline. Quand il pleut, vous favorisez le ruissellement, il y a glissement des terrains, c'est les érosions qui commencent. Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Et je dis toujours, la population quinoise comme la population congolaise, c'est de faire confiance au chef de l'État avec sa vision. Parce qu'à l'avènement du chef de l'État, il a trouvé les infrastructures dans un état développement très avancé. Mais les actes que l'on est en train de poser à travers la vision, qui est récupérée par le gouvernement dans son axe de développement des infrastructures, permet de pouvoir résoudre les différents problèmes qu'on a en termes des infrastructures. Et à cette population, nous demandons le civisme.
d'avoir des comportements corrects vis-à-vis des ouvrages qui sont en train de faire, de ne pas considérer les caniveaux comme étant des dépotoirs, de ne pas construire n'importe où parce qu'on a le souci d'avoir une portion de terre. C'est à travers tous ces éléments ensemble, si nous fournissons un grand effort, nous allons reconstruire notre pays, nous allons rebâtir notre pays comme le souhaite le président de la République. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembe, s'est exprimé sur la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était au cours d'une émission enregistrée avec nos confrères de la RTNC de Sud. Écoutez, notre candidate, Madame Juliana Lumumba, elle fait des tournées. Elle était avec mon collègue délégué à la francophonie en train de faire des tournées. Ils ont commencé par les pays africains et ils ont commencé une étape européenne pour présenter le projet qu'elle porte. Et ici, il est évident que tout le monde le sait, que l'avenir du français se joue y compris en République démocratique du Congo. Nous sommes peut-être les deuxièmes pays en termes de locuteurs après la France, peut-être même le premier, je n'ai pas les dernières statistiques, mais la proportion de l'accroissement démographique en RDC fera de la RDC le pays où le français est le plus parlé au monde. Aujourd'hui, le français, c'est à peu près 396 ou 400 millions de locuteurs. La République démocratique du Congo représente les quarts, plus ou moins, et c'est un potentiel qui va aller crescendo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à ceux qui pensent, parce que je vois des commentaires dans ce sens, nous, on ne peut pas, que ce soit sur la question du français, que ce soit sur la question des critical minerals, des minerais critiques, que ce soit sur les questions du football. Le Rwanda est un pays périphérique. Nous, on ne peut pas nous mettre en compétition avec le Rwanda sur ces sujets-là. Très en bas de l'échelle. Ben, aujourd'hui, il va de soi que la République démocratique du Congo, qui a présenté un projet, qui n'est pas à réduire comme les autres veulent le faire, comme si c'était une confrontation, pas du tout. Nous, notre candidature, nous la portons avec conviction, et nous avons une candidate qui sait de quoi il s'agit, en plus d'avoir un patronyme des pères fondateurs. Et donc aujourd'hui, nous comptons justement à travers la campagne qu'elle fait, rencontrer les différents pays qui vont voter. Et en coulisses, peut-être le président de la République fait un travail aussi de la francophonie des peuples. Oui. Il faut s'assurer que les peuples francophones soient au courant des projets portés par notre candidate et de comment la République démocratique du Congo veut apporter sa part dans la réforme ou dans l'avenir de cette organisation qui nous réunit autour de la langue française. Le président du conseil d'administration de l'OGFREM, Anissima Koutano, a présidé une séance de travail réunion axée sur les questions majeures liées au fonctionnement interne de l'Office de gestion du fret multimodal. D'autres détails avec nos dépendants. Au cœur de cet échange avec les membres du conseil d'administration figurent les renforcements de la gouvernance administrative et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'Office général des fret multimodal OGFREM. Parmi les décisions prises, une commission a été mise en place pour examiner les cas de recours des cadres de commandement dans une démarche visant plus de transparence et d'équité, a souligné l'honorable Anissima Koutano Adolphe, président du conseil d'administration de l'OGFREM. Plusieurs questions ont été abordées. Nos agents ont réclamé justice dans le jeu de service, cela a été réglé. Il fallait qu'on puisse en finir avec le recours. Une commission a été mise en place. En ce qui concerne la mise en place au niveau des agents ou des cadres de collaboration, je crois que la direction générale est instruite et est à pied d'œuvre. Et donc, toutes les questions qui nous ont été demandées par l'autorité ont été prises en compte, et surtout, tous ceux qui se sont méconduits par rapport à l'orthodoxie de la gestion. Et je crois que tout cela a été fait. Aujourd'hui, l'OGFREM semble amorcer un tournant décisif, marqué par un retour progressif à l'harmonie et à une gestion plus saine. Les résolutions issues de ces travaux ont été transmises à la tutelle pour approbation
avant leur mise en œuvre dans les prochains jours. Parlons de la femme à présent. Les travaux de l'atelier de formation sur le droit et l'autonomisation de la femme se sont clôturés à Bouta, province du Bazouélé. C'est la ministre provinciale de la fonction publique du Bazouélé, Myriam Lenguene, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises, nous disent nos confrères de la RTNC Bouta. Organisée du mardi 7 au jeudi 9 avril 2026, comme à l'avertir, la séance de clôture à Hippocadre, la salle de réunion de l'hôtel Bouta Palace de la commune finale ville de Bouta, est présidée par la ministre provinciale de la fonction publique, Madame Lenguene Myriam, dans son mot la vie féminine. Ces assises ont permis de mettre en lumière les défis persistants, mais également les progrès réalisés tout en renforçant notre engagement collectif à bâtir une société plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité de la femme. Je saisis donc cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa vision éclairée de la masculinité positive. Prenant son tour la parole, l'organisatrice de l'atelier, Madame Kwanza Zuna Emi, présidente des collectifs des femmes travailleuses du secteur public et privé du Bazouélé, invite les femmes travailleuses à s'investir à l'entrepreneuriat pour leur autonomisation. Avec l'appui du gouvernement provincial du Bazouélé, assise qui a permis aux participantes de bénéficier des connaissances sur les droits, actions, justice et autonomisation, nous avons certes encaissé des savoirs pendant tout les temps passé ensemble. Mettons-les en application pour la transformation de notre être et par ricochet notre province. Il s'est devoir rappeler que le dit atelier était appuyé dans l'exposé par Madame Mbombo Nkengue Dorcas du Forum international des femmes africaines. Elle invite toutes les participantes à transformer les paroles en action, un engagement renouvelé pour une société plus juste, plus équitable et plus exclusive. Sachez enfin, cet atelier avait retenu toutes les femmes de la province du Bazouélé, chef-lieu et territoire. Religion, avant de boucler complètement ce journal, la 9e confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, PVA Longwa célébré avec faste la journée du 6 avril à Kinshasa. C'était sous la coordination de son représentant légal, Mangelesi Loubassa. Le 6 avril 2026, journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la reconnaissance africaine, a été aussi célébrée à la 9e confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo dans les 4 districts de la ville de Kinshasa où se trouvent les églises de la confession. Notez que les représentants légal de la CRIA-TBM, l'ambassadeur Mangelesi Loubassa, avait commencé sa ronde dans le district de Lukunga avec les fidèles de l'écluse Kataounda et a poursuivi sa tournée à la Funa Tchango et Moamba avec un seul message, l'unité, repentance et la transformation. Et le 6 avril, 105 ans, les jours qui viennent, vos prières seront exaucées. Mais ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, nous, Ngunza, devons laisser les mauvaises pratiques, bannir la division et nous sommes appelés à changer le comportement. 6 avril 1921, 6 avril 2026 égale 105. Si on enlève 0, 1 plus 5 égale 6. Et en renversant 6, nous avons 9, qui représente la 9e confession religieuse. Donc, nous avons la responsabilité de faire revenir la paix au Congo et pérenniser le combat de Kimbangu. Je félicite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même les Belges et ses prédécesseurs n'ont pas accompli ce qu'il a fait du combat de Simon Kimbangu. Profitant de cette journée historique, le comité provincial lui a décerné un diplôme de mérite pour son dévouement et implication à valoriser le bouddhisme en RDC. C'est la fin de ce journal magazine coordonné par Jacques Gabouaba Moujoumina Sedouga, réalisé par Pascal Chissot et Francine Congolo sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Malikaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi dans notre temps. L'info continue sur nos antennes. Joël Makiela revient à 19h pour la suite de l'actualité. Bon dimanche chez vous.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.